Bonjour à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Google Developer Group, Sophia Antipolis, dans le sud de la France, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Aujourd'hui, c'est notre premier événement en tant que GDG, du coup, mais on a déjà organisé 2 événements en tant que Sophia Tech Connect, notre ancienne entité. Mais voilà, maintenant, nous sommes officiellement un GDG. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mathilde, que je vais inviter à rejoindre dans notre broadcast. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, le Google Developer Group, l'idée, en fait, c'est de continuer à partager la connaissance, se rencontrer, échanger, créer des opportunités. Voilà. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Et donc, je vais introduire Mathilde. Donc, Mathilde est autodidacte depuis son enfance, diplômée de l'école 42 ensuite. Mathilde aujourd'hui CTO là-dessus, développeur chez Gamely, passionnée d'algorithmie, d'entrepreneuriat et de développement en général. Mathilde est experte en développement full stack et surtout en Flutter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va nous parler de Flutter et nous faire une petite live démo pour voir à quoi ça ressemble en vrai. Fabrice, tu veux peut-être qu'on va se présenter aussi. Oui, continue à te présenter et puis après j'enchaînerai. Donc, pour information, donc moi c'est Donia, je suis back-end ingénieur chez Powder, une startup qui développe une application mobile pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, un réseau social pour les gens qui jouent aux jeux vidéo. Et j'aspire à créer une communauté dans notre région, donc c'est pour ça qu'on est là avec Fabrice aujourd'hui. Fabrice, je t'en prie. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Fabrice, donc je suis développeur freelance depuis 2019 maintenant. Mais avant je bossais chez Airbus ou chez Thales Alenia Space. Et maintenant que je suis freelance, je bosse principalement pour une startup sur du développement Kotlin et Kotlin React pour le front. Et voilà. Et sinon je suis aussi formateur Git. Voilà pour ma part. Concernant l'événement d'aujourd'hui, donc on a changé de nom, mais on n'a pas changé d'organisation. Donc je vous explique comment ça va se passer. On va avoir la présentation de Mathilde pendant une demi-heure, suivie d'une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie publique du chat. On les listera par la suite pour les poser à Mathilde. Et ensuite, on fera une petite session de networking où on pourra échanger nos contacts, nos idées, nos sujets de discussion. Voilà. Je pense qu'on a tout dit et qu'on peut commencer à donner la main à Mathilde pour qu'elle commence sa présentation. Bonjour à tous. Merci de me recevoir pour cette introduction à Flutter. À la fin de la présentation, je mettrai dans le chat le lien vers un repo GitHub avec un petit peu les slides et un exemple de code qu'on va voir ensemble pendant la présentation. Donc, pour me représenter rapidement, donc moi c'est Mathilde Moutafi, je suis software engineer, donc CTO d'Achieve et full stack developer chez Lemlist. Vous pouvez me retrouver sur Medium ou sur LinkedIn si vous souhaitez échanger après cette présentation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du framework qui m'a réconcilié avec le développement mobile. Pendant mes études, j'avais essayé un petit peu Ionic, Xamarin, ce type de framework. Et ma conclusion, c'était que je voulais surtout pas être développeur mobile. Et puis autour de 2019, j'ai découvert Flutter et ça a été un véritable coup de cœur. Il y a beaucoup de frameworks aujourd'hui. C'est une nouvelle techno à apprendre, un nouveau langage. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez vous intéresser à celui-là en particulier? Si je devais donner un seul argument, c'est l'aspect cross-platform. Ça, c'est une toute petite partie du monde d'aujourd'hui en termes d'appareils disponibles. Si on voulait rendre une application disponible sur tous ces appareils, il faudrait un développeur iOS, Android, web, etc. Ça fait une grosse équipe. Dupliquer son application, ça veut dire potentiellement avoir des features qui vont être implémentées différemment.
potentiellement des bugs différents, ça demande pas mal d'organisation, c'est compliqué à maintenir et d'un point de vue business, ça a aussi un coût qui est non négligeable. On peut simplifier un petit peu en utilisant des frameworks cross-platform comme React Native pour le mobile ou Electron pour le desktop, mais c'est toujours plusieurs codebases. Ou alors, on pourrait avoir une seule application Flutter. Ça, c'est plutôt cool. Et le mieux, c'est que Flutter, c'est super simple à utiliser, à prendre en main. Ça a de bonnes performances par rapport aux autres frameworks qui essayent de faire la même chose. Et c'est assez adapté aux nouveaux développeurs et aux développeurs expérimentés. Aujourd'hui, on va voir ensemble rapidement donc, ce qu'est Flutter, quel est l'environnement de développement et comment s'en servir pour développer des super applications. Alors, qu'est-ce que Flutter ? Comme je le disais, c'est tout d'abord un framework cross-platform. Il permet de développer des applications natives pour plusieurs plateformes à partir d'une seule base de code. Il va supporter la majorité des appareils d'aujourd'hui avec iOS et Android, desktop sur Windows, Mac et Linux, web, mais aussi depuis récemment les appareils embarqués. Alors, pour la partie embarquée, moi, j'y ai pas encore touché, donc je vais pas trop en parler aujourd'hui. Mais voilà, ça couvre pas mal d'appareils. Une des raisons pour lesquelles il est capable de faire ça, c'est parce que Flutter dessine les applications sur un canevas au lieu d'utiliser réellement le code de la plateforme. Un canevas, en gros, c'est une toile, c'est une partie de l'écran sur laquelle on peut dessiner tout ce qu'on veut à l'aide d'une API. Flutter a également des mécanismes pour communiquer avec les capteurs et services de la plateforme, mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. D'un point de vue technique, Flutter fonctionne un petit peu comme un game engine, c'est-à-dire qu'il va gérer des événements et dessiner l'état de l'application à l'écran à 60 fps. L'un des avantages de cette approche, c'est que même si un système retire le support pour certaines fonctionnalités UI, par exemple, votre application ne sera jamais impactée puisque c'est Flutter qui gère à 100% le rendu de l'application. Le point négatif, c'est qu'il faut recoder tous les éléments natifs, mais on a de la chance, la communauté Flutter l'a déjà fait. Et Flutter arrive avec énormément de widgets qui permettent de créer en quelques minutes des applications qui ont l'air d'être des applications natives. Et si vous voulez quelque chose de complètement personnalisable, vous pouvez aussi, puisque Flutter donne accès à plusieurs couches de l'API jusqu'à l'API directement du Canva. Flutter, c'est un framework qui est gratuit et open source. Le projet, il est soutenu par Google et il a aujourd'hui une communauté qui est assez large. Donc, si vous êtes inquiet un petit peu de la viabilité des outils que vous utilisez, je pense que vous pouvez être rassuré en ce qui concerne Flutter. Pour le langage de programmation, Flutter utilise Dart. J'en parlerai un petit peu plus tard en détail, mais c'est un langage qui est super simple à prendre en main. Donc pour résumer, voilà, Flutter, c'est un framework cross-platform, gratuit et open source, qui utilise Dart comme langage de programmation. Quand on voit la quantité d'appareils supportés et qu'on pense un petit peu aux autres frameworks qui ont tenté de faire la même chose, on peut se poser légitimement la question de est-ce que les performances sont correctes ? Flutter met en avant un rendu de 60 fps, et pour comprendre comment il y arrive, il faut se pencher un petit peu sur son architecture. Et Flutter, comme la majorité des frameworks cross-platform, a commencé en tant que framework mobile. Donc, pour bien comprendre la différence entre Flutter et les autres, je vais vous présenter rapidement l'histoire du développement cross-platform mobile. Si on commence par la base, donc il y a les applications natives, iOS et Android. Quand vous développez une application native, vous allez utiliser du code natif qui utilise directement le SDK de la plateforme. En termes de performance, il n'y a évidemment pas mieux. Mais comme on l'a dit précédemment, ça veut dire maintenir plusieurs bases de code et ça, d'un point de vue business, c'est pas optimal. Pour répondre à ces problèmes, les développeurs ont cherché plusieurs solutions. La première, elle a été inspirée du monde du web.
quand on visite un site web, il ressemble à la même chose, peu importe l'OS sur lequel on est. Donc cette idée, ça a mené à la création de frameworks comme Ionic, qui fonctionnent en utilisant des WebViews développés en JavaScript. Le concept, en fait, ça va être simplement de rendre une page web embarquée dans une application mobile. Pour communiquer avec les capteurs et services de la plateforme, ces frameworks utilisent des bridges qui vont permettre en temps réel la communication entre le code JavaScript et le code natif de la plateforme. Mais ces bridges ont un gros impact en termes de performance et souvent, les applications qui ont été développées avec ce type de framework ne sont pas aussi fluides que des applications natives. Quelque temps après, Facebook est arrivé avec une autre alternative, React Native. L'idée, cette fois, c'était d'afficher directement les composants natifs de la plateforme en utilisant un bridge non seulement pour accéder aux services et aux capteurs, mais aussi pour l'affichage. De cette façon, les applications ont vraiment l'air native, puisqu'en fait, les composants que vous voyez à l'écran le sont réellement. Mais comme je l'ai dit précédemment, les bridges ont un impact en termes de performance. Et même si le bridge de React Native est beaucoup plus performant que celui de Ionic, par exemple, ça a quand même un impact relativement important. Et ensuite, Flutter est arrivé avec une approche complètement différente. Premièrement, au lieu d'utiliser du JavaScript comme les autres frameworks, Flutter compile en code natif. C'est-à-dire que le code sera optimisé pour chacune des plateformes sur lesquelles vous allez déployer votre application. Dart a également des mécanismes d'optimisation et de tree checking pour réduire la taille de vos builds. Deuxièmement, comme on l'a vu, au lieu d'utiliser une WebView ou un bridge pour l'affichage, Flutter demande simplement un canevas et dessine ensuite son application sur l'écran sans avoir besoin d'interagir avec la plateforme. Mais la différence principale, elle se trouve dans la façon dont on communique avec les services et les capteurs de la plateforme. Flutter utilise ce qu'on appelle des plateformes channels au lieu des bridges. Et en gros, les plateformes channels, c'est des systèmes de messagerie qui permettent de communiquer de façon asynchrone avec du code natif exécuté directement sur la plateforme. Donc, pour résumer, Flutter, c'est du code natif avec des mécanismes d'optimisation pendant le build. Ça utilise un canevas, donc ça permet de réduire les dépendances avec la plateforme et d'avoir un contrôle complet sur l'affichage. Et ça utilise les plateformes channel à la place des bridges pour avoir de meilleures performances dans la communication avec la plateforme. Bon, l'architecture de Flutter, c'est un de ses meilleurs avantages, mais c'est aussi celui que vous ne voyez pas et peut-être celui qui ne va pas vous intéresser en tant que développeur. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que vous, en tant que développeur, vous devez savoir pour utiliser Flutter. Premièrement, le langage Dart. Bon, c'est un nouveau langage à apprendre et je sais que ça peut être un frein, mais pour être honnête, je pense que je n'ai jamais appris un langage aussi vite. Si vous êtes un petit peu familier avec des langages comme le C, le C#, le C++, ou même JavaScript, si vous utilisez un petit peu les fonctionnalités modernes, vous savez déjà pratiquement développer en Dart. Le Dart, en gros, c'est une syntaxe de C# avec les points-virgules obligatoires. On n'a pas de mots-clés public ou private. À la place, on va mettre un underscore devant un champ pour indiquer qu'il est privé. Dart utilise des types simplifiés. Donc, il n'y a pas de long, short ou d'arrêt même. À la place, on va avoir des nums, des listes, des maps, ce genre de type. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais si on peut se permettre de ne pas du tout avoir de types comme les tableaux, c'est grâce à tous les mécanismes d'optimisation et au garbage collector que Dart utilise. Et en gros, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour coder en Dart si vous connaissez déjà un des langages dont j'ai parlé avant. Il y a quand même une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont introduite récemment, qui est optionnelle mais hyper intéressante, qui s'appelle le null safety. Quand on compile avec le null safety activé, ce qui est le cas par défaut pour les applications Flutter, tous les types sont non nullables par défaut. Si vous souhaitez avoir des variables nullables, il faudra l'écrire explicitement.
Cette fonctionnalité, elle introduit quelques nouveaux mots-clés. Donc là, j'ai mis quelques exemples sur la slide. La première déclaration, donc c'est une string qui pourra jamais être nullable. La deuxième, c'est une string qui pourrait être nullable. On met un point d'interrogation après le type pour indiquer au compilateur que cette variable pourrait être nulle. Et ça introduit un nouveau signe qui est le point d'exclamation quand on veut indiquer qu'à cet endroit-là, on est sûr et certain que la variable contient quelque chose. Et l'autre mot-clé important, c'est le late pour déclarer des variables qui ne sont pas nulles, mais qui seront initialisées un tout petit peu plus tard. L'avantage du null safety, c'est que ça va vous permettre de détecter des erreurs de null reference au moment de la compilation et du développement, plutôt que de les avoir au runtime. Pour parler un peu plus spécifiquement de Flutter, en Flutter, tout est un bloc de Lego appelé un widget. Et vous assemblez en fait simplement les widgets les uns avec les autres pour créer votre application. Concrètement, un widget, c'est un objet qui peut avoir plusieurs rôles. Les premiers, les plus simples, c'est les éléments UI. Ça peut être des textes, des images, des boutons. Là, par exemple, on peut voir un widget qui correspond à un bouton Material Design, c'est-à-dire Android, et qui contient un widget texte. Ça peut être aussi simplement des éléments de layout. Donc, il y en a des très simples, comme le widget Center pour centrer un élément, et des plus complexes, comme celui qu'on voit ici, qui permet de générer une vue grille. On trouve également des widgets colonnes et rows qui fonctionnent un peu comme des flagbox, des vues scrollables, c'est assez large. Et enfin, on a des widgets qui seront simplement fonctionnels. En Flutter, par défaut, il n'y a pas de gestion d'événements, mais on a un widget qui s'appelle le Gesture Detector qui permet d'englober n'importe quel autre widget et d'y associer des fonctions pour gérer les différents événements. Vous allez avoir aussi des widgets pour gérer l'accessibilité, pour gérer le code asynchrone, pour gérer les animations, etc. Vous pouvez retrouver l'ensemble des widgets disponibles avec Flutter par défaut sur le site officiel de Flutter. Il y a un catalogue où tout est rangé par catégorie et assez bien documenté avec des exemples. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez évidemment créer les vôtres ou utiliser les packages de la communauté. Si certains d'entre vous viennent de l'environnement JavaScript, vous connaissez sûrement NPM. C'est exactement la même chose. Vous pouvez installer ces packages en ligne de commande. Ça va enregistrer la liste des packages que vous utilisez dans un fichier appelé pubspec.yaml. Et ça vous permet de gérer vos versions dans votre application. Vous y trouverez par exemple un package HTTP pour gérer les appels, un image picker, des modules de rendu 3D ou même un game engine. En termes d'environnement de développement, vous pouvez utiliser Flutter en ligne de commande avec n'importe quel éditeur, mais il y a des plugins quand même pour plusieurs éditeurs assez communs. Donc il y a Android Studio, IntelliJ, Visual Studio Code et Emacs. Flutter vient aussi avec une fonctionnalité appelée le Stateful Auto Reload. Si, comme moi, vous venez du monde du web, vous y êtes sûrement habitué, mais il y a pas mal de technos sur lesquels ça n'existe pas, donc ça vaut le coup d'être mentionné. Si vous avez jamais entendu parler de Stateful Auto Reload, en gros, ça veut dire que quand vous allez changer votre code, le changement va être visible instantanément, pratiquement, à l'écran, en conservant l'état actuel de votre application. Alors ça, c'est pas tout à fait au point sur la version web pour l'instant, mais c'est dans la roadmap de 2022. Et Flutter vient également avec des outils d'analyse de performance et de debug pour vous aider dans le développement de votre application. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu concrètement comment on peut développer une application avec Flutter. J'ai préparé une petite base d'application assez simple. En gros, ça démarre avec une fonction main qui va appeler runapp avec un widget. Là, j'ai un provider en plus. En gros, il y a plusieurs façons de gérer les états. C'est un peu l'équivalent de ce genre de choses dans les techno.js.
Il y a la méthode block, la méthode provider et après d'autres méthodes custom. Il n'y a pas encore un vrai consensus là-dessus. Moi, j'utilise les providers. Donc là, on déclare une material app, donc avec le branding de Google. Je configure une couleur principale et je déclare ma home page. Alors, il y a aussi un système de routeur, nommé ou pas nommé, etc. Là, je suis partie sur quelque chose de très, très simple. Et donc, notre page, elle rend un scaffold qui correspond à une page et simplement, pour l'instant, un texte to-do. L'objectif, ça va être de faire une app bar, une bottom bar et une navigation juste entre des onglets assez rapidement. Pour la barre, en fait, Flutter vient déjà, comme je vous le disais, avec des composants Material Design et Cupertino Design. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour générer tout ça et que ça ait l'air d'une application native. En fait, l'application qu'on va faire, j'ai trouvé une petite API qui génère des infos aléatoires sur les chats. Donc, ça va être un peu un Tinder d'infos aléatoires et on va trouver à droite... Enfin, sur la deuxième page, la liste de ce qu'on a enregistré. Donc, pareil pour la bottom bar, ça vient avec un élément qui permet de le faire assez rapidement, qui s'appelle bottom navigation bar. Il va prendre 3 paramètres, le current index pour dire sur quel tab on est, le on tab pour gérer la navigation et la liste des items. Donc pour le current index, je vais ajouter une variable qui nous permet de stocker où est-ce qu'on en est. Et pour les tabs, je vais faire une liste de widgets entre lesquels on va naviguer. Pour l'instant, vont être simplement tab 1 et tab 2. Alors, pour les éléments en bas, c'est pareil, il y a des trucs préfaits un petit peu par Google. On peut mettre des icônes, un label, et puis après on peut choisir le style. Là, je vais garder le style par défaut. Current index, je vais mettre notre tab. Donc là, vous voyez la bottom bar qui s'est mis en place. Et pour gérer le on tab, je vais simplement lui dire de mettre à jour les states pour que current tab égale notre value. Donc là, maintenant, on peut naviguer en bas, mais ça ne change rien au centre. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est dans le body, rendre à la place notre tab current index. Et là, on a une navigation. Alors, pour vous montrer des choses un petit peu plus intéressantes, j'ai préparé 2 pages. Il faut que je rebuild parce que j'ai changé l'initialisation. Et voilà, si je vous montre le contenu des pages, comme je vous le disais, c'est que de l'enchaînement de petits blocs de Lego. Donc là, moi j'utilise mon provider pour récupérer les datas qui m'intéressent. Et en fait, je vais juste englober un petit peu. Donc je mets un padding pour avoir du spacing, une colonne ensuite pour afficher mes éléments avec un alignement vertical, une image, du texte, et là j'ai mes boutons Material Design. Donc, sur la left page, là, comme ma liste est vide, je retourne juste du texte. Et quand je vais liker un élément, le provider met automatiquement sur le widget. Et en fait, là, j'utilise un truc un petit peu différent de ce que j'ai montré dans la première page où j'ai construit vraiment les widgets un par un. Flutter vient aussi avec des méthodes qui permettent de générer des vues simplement à partir de fonctions qu'on appelle des builders. Donc là, c'est un builder de liste scrollable où j'ai 2 fonctions. Une qui me permet de définir un élément et une qui me permet de définir le séparateur entre les deux. Et
comme je vous le disais, les applications sont cross-platform. Donc là, l'application est disponible avec le même layout directement sur Chrome. Si on veut gérer la responsive, alors il y a plein de façons de le mettre en place. Une méthode simple, c'est les layout builders qui viennent avec un certain nombre de contraintes. Donc là, si pour l'exemple, je vais déplacer tout ça dans une méthode web layout. Mobile layout. Là, je pourrais dire par exemple que en web, on ne veut pas avoir de bottom bar. Du coup, on n'a plus notre bottom bar sur le web et on l'a toujours là sur le mobile. Et avec donc, ces helpers et tout ce système de Lego, après, vous pouvez créer un petit peu tout ce que vous voulez sur Flutter. Pour aller un petit peu plus loin, parce que là, bon, c'est une démo de 5-10 minutes, je n'ai pas le temps d'approfondir, vous pouvez trouver de nombreux tutoriels sur le site officiel de Flutter. Il y a des articles écrits, des vidéos YouTube, des MOOC, enfin, il y a vraiment de tout. Et le framework vient aussi avec une documentation hyper complète que vous pouvez trouver sur docflutter.dev. Et pour avoir un petit peu une idée de ce qui est faisable avec Flutter, il y a un site qui recense énormément d'applications réalisées avec cette techno qui s'appelle itsallwidget.com. Donc voilà, j'espère que cette présentation rapide vous aura donné envie un petit peu d'essayer Flutter et vous aura permis de comprendre ce que c'est. Et si vous avez des questions, on peut passer aux questions. Merci pour ta présentation, c'était super intéressant, c'était top. Alors, on n'a pas de questions ici dans le chat en cours. Par contre, on a une question de Mariana sur YouTube qui demande quel est ton widget favori? Mon widget favori, alors, je dirais le list view, parce que un des problèmes de dessiner sur le canvas, c'est qu'il ne faut pas dépasser. Et le list view gère le scroll et les dépassements pour vous de façon magique. Quand vous ne savez pas comment faire du responsive, vous mettez une list view et c'est bon. D'accord. Moi, je me suis noté quelques questions là, pendant ta présentation. Je voulais savoir par rapport à React, qui est la possibilité de gérer ses composants de façon assez finement, avec où il arrive à détecter quel composant doit être mis à jour et pas les autres. On peut même le gérer à la main avec le should component update. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité similaire côté Flutter? Comment ça se passe? Flutter, ils ont vraiment une stratégie de quand il y a un changement, on supprime complètement l'objet et on le reconstruit. C'est pour ça qu'ils conseillent de découper les widgets vraiment en petits blocs. C'est pas recommandé d'avoir des widgets de 300 lignes. Et après, en fait, il y a plusieurs méthodes de détection. Par défaut, un widget, il peut pas changer. Enfin, en tout cas, les stateless widgets. Et ensuite, donc, il y a des stateful widgets qui permettent de dire que ça, c'est un composant qui va avoir des changements. Et après, comme je disais, le système de provider qui permet de notifier des changements à des widgets précis. Et tout cela vont être détruits et redessinés directement sur l'écran. D'accord, donc en fait, on choisit un peu les composants qu'on veut mettre à jour, quoi, directement. Ouais, on choisit en englobant bien qu'est-ce qu'il y a des states et qu'est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qui est responsive et qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Mais vraiment, la logique, c'est que toute l'optimisation, elle est gérée par Dart et par le framework et que nous, on n'a pas à s'en occuper. D'accord. Ok. Alors, je vois une question dans le chat aussi. Elles sont acceptées par l'App Store. Moi, j'en ai déjà publié plusieurs sans aucun problème. La question n'apparaîtra pas dans la vidéo. Du coup, je précise la question. J'ai une question sur les applis générées pour iOS. Sont-elles maintenant acceptées par l'App Store? C'était ça la question.
J'avais également une question qui recoupe un peu, je pense, celle-là. C'est comment ça. Là, tu nous as montré un développement avec du hot reload. Comment ça se passe le packaging, que ce soit pour une application mobile ou une application web comment Alors, ça se passe? Flutter vient avec des commandes de build. Donc, pour chaque plateforme, il y a une documentation qui explique les étapes à suivre, à la fois pour le build, mais aussi pour éventuellement les configurations à faire directement sur le store pour la publication, etc. Souvent, ils ont des systèmes d'autorisation, de certificats. Donc, tout ça est expliqué sur la documentation Flutter. Mais en soi, pour l'application, c'est juste un Flutter build où on spécifie un petit peu le livrable attendu. Et il va build l'application pour la plateforme voulue dans un sous-dossier. Donc, D'accord. Ok, donc c'est géré directement par la commande. Ouais, c'est ça. La commande Flutter. Ça va sortir dans le dossier build après les fichiers correspondant à la plateforme qu'on a demandé. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions, Donia, sur sinon j'en ai encore une. Non, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. GitHub aussi. Non, alors ma dernière question c'était par rapport à l'intégration de composants existants JavaScript. Est-ce que ça se fait facilement? Si par exemple on veut utiliser les composants Material UI, est-ce que ça se fait facilement avec Flutter? Alors, à ma connaissance, on ne peut pas intégrer de composants JavaScript dans les applications. Ok, donc on est obligé d'utiliser les composants proposés par Flutter. Ouais. D'accord. Voilà, de ce que j'en sais. Mais après, il y a, comme je disais, la communauté, elle fait énormément de packages. Et moi, ça ne m'est pas encore arrivé de ne pas trouver un équivalent. Ouais, d'accord. Donc tu te bases sur les composants Flutter que tu peux intégrer facilement, du coup, pour le coup. Ouais. T'as un moyen. C'est quoi? C'est des NPM que tu intègres, que tu mets en dépendance? Ouais, alors c'est un peu l'équivalent, mais ça s'appelle PubSpec. Donc on fait un pub install, je crois que c'est la commande. Ça va l'ajouter au fichier pubspec.yaml qui est ici. Où on a la liste des dépendances. Et à partir de là, tu peux l'utiliser avec un import en haut. Je montre par exemple le fichier provider là. Je fais un import du HTTP et du coup, je peux l'utiliser comme ça après directement. D'accord, ok. Ok, et alors est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, une question de Guillaume. Concernant les versions de Flutter, j'ai entendu parler d'une version 3 qui est relativement récente et qui change pas mal de choses. L'exemple est en version 2 ou en version 3? Alors, l'exemple est en version 2. Je crois que je ne suis pas encore passée sur... ouais, non, je sais plus. Je crois qu'il faut aussi un command line pour afficher la version. Je suis encore sur Flutter 2. D'accord. Et du coup, tu sais ce qu'elle va apporter, la version 3 Pour l'instant, non, je ne sais pas. Non. D'accord. Je n'en avais pas encore entendu parler de la release de la version 3. D'accord. Je ne suis pas sûre qu'elle ait déjà été release d'ailleurs. Et est-ce que Flutter vient avec un environnement de test qui nous permet de tester l'interface? Qu'est-ce qui est proposé pour tester Je sais que ça vient avec des outils de test, mais pour être honnête, le test front-end Flutter, c'est pas encore quelque chose sur lequel je me suis penchée. D'accord. Moi, j'ai une question en tant que back-end. Si demain, je veux me mettre à faire du mobile, du coup, et à faire du Flutter, qu'est-ce que tu me conseillerais? Par où je devrais commencer? À part lire la doc. C'est une bonne question. Parce que moi, je suis back-end aussi à la base. Et, Flutter, c'est un peu ceux qui m'ont le plus convaincu. Moi, j'ai commencé juste en essayant de faire une application un petit peu basique avec 2-3 appels API, afficher une liste et puis de la connexion, enfin des trucs relativement simples d'un point de vue front. Et j'ai appris un petit peu par essai-erreur sur le tas. J'aurais pas une vraie roadmap à conseiller
pour quelqu'un Ok. qui n'est pas front. Ok. En tout cas, commencer par du material design ou du Cupertino design. Pas partir dans le custom, comme ça tu es assez guidé quand même, vu que ça vient avec des composants qui sont faits pour fonctionner ensemble. Quels seraient les défauts de Flutter selon ton expérience? Défaut de Flutter, je dirais, c'est l'aspect du canevas où on ne peut pas dépasser. Une fois qu'on a compris la logique d'imbrication des composants, c'est assez simple et ça va tout seul. Mais c'est vrai que pour un débutant au début, je pense que c'est le point le plus frustrant de voir qu'on aligne des widgets et qu'ils dépassent et qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre comment. Parce qu'il y a une vraie logique à avoir au niveau de l'imbrication des widgets flexibles dans des conteneurs un peu plus fixes pour quand même cadrer l'affichage. Et je pense que le plus gros défaut, c'est la prise en main de cet aspect-là. Ok. Eh ben, très bien. Je pense Il y a que une autre question de Guillaume. En parlant Dernière question. En parlant de design, Flutter ne s'adapte pas entre les plateformes cibles. Il faut choisir soit-même un design Android ou Apple. Alors, effectivement, l'adaptation n'est pas automatique. Après, surtout maintenant que c'est devenu vraiment cross-platform, en fait, il y a pas mal de propositions d'architecture qui permettent d'interchanger les widgets un petit peu basiques du système en fonction de l'OS. Parce qu'il y a des méthodes qui permettent de savoir sur quel OS on est. Mais par défaut, ça va rendre l'application de la même façon sur tous les devices. Et il faut le coder si on veut avoir un truc vraiment qui s'affiche de façon native sur chaque plateforme.